Salut Franck. Franck. Et il est où ce con? Franck. Bonjour Moon. Je ne pourrai pas être présent pour le tournage de ta critique de la Horde du Contrevent. Je viens de prendre le premier vol vers la Colombie. Là-bas, je retrouverai les Indiens Shipibo. Je me mêlerai à leur société et j'apprendrai leurs secrets, car ils maîtrisent mieux que quiconque l'art de la vidéo sur YouTube. Norman, YPensée, Voxmakers, ils ont tous appris auprès de Kakiki, le chef suprême. Si joint sa photo, ne trouves-tu pas qu'on sent qu'un lourd poids pèse sur ses épaules ? Quoi qu'il en soit, je pense revenir à temps pour la 3e vidéo. Tu me trouveras peut-être changé par l'apprentissage que je mènerai là-bas, mais tes vidéos ne pourront que mieux se porter. PS, j'ai trouvé une remplaçante. C'est la voisine. Elle est un peu lente, mais elle tient la caméra avec une stabilité remarquable. Et elle m'a dit qu'elle s'y connaissait en littérature. Amoureusement, Franck. Salut, je suis la voisine. C'est moi qui remplace Franck. Ah ouais. Tu t'y connais en littérature quand même, juste pour voir? Carrément, Lévi, Musso ou le dernier de Christine Angot. Ok, on est à la merde. Pour des raisons évidentes, nous n'allons pas parler de la Horde du Contrevent, mais à la place, on va parler d'un roman jeunesse. Comme la BD Martine. Ce programme étant sous le signe de la jeunesse et de l'insouciance, nous allons devoir censurer toute vulgarité, toute allusion au sexe, à la drogue, à l'alcool T'as et pas une clope? au tabac. Oh, tu sais quoi? En fait, je pense qu'il vaut mieux que tu dises rien. Et tu prends cette petite boîte là, tu l'utilises, en appuyant dessus ça fait un bip. Ouais. Et comme ça, voilà, dès que je dis une vulgarité, hein? Ouais, ça t'a porté? Bon. Ok, ouais. Si vous étiez jeune et fan de littérature en 2003, vous aviez de fortes chances de verser une petite larmichette durant la mort de Sirius Black, alors que vous lisiez Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Puis, inconsolable, vos parents vous ont peut-être acheté d'autres bouquins pour vous remonter le moral, notamment les tomes de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman, ou bien La quête d'Ewilan de Pierre Bottero, paru en 2003 aux éditions Rajo. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de La quête d'Ewilan de Pierre Bottero, une saga fantasy pour la jeunesse. On va commencer avec un petit mot sur l'auteur, Pierre Bottero, qui hélas nous a tragiquement quittés en 2009. Y a rien à censurer, hein. Ah, pardon. Né en 64, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où l'accent chante comme les cigales et non loin de la première ville en matière de trafic d'armes, Pierre Bottero fut ce qu'on pourrait nommer l'auteur d'un univers, celui de Gwenda la Vire. Il a certes écrit des romans à part, mais seule la saga d'Ewilan et les œuvres affiliées à cette dernière connurent un vrai retentissement dans la sphère littéraire. Et un sacré retentissement, parce que La quête d'Ewilan a cartonné en France. Petite parenthèse d'ailleurs, Glénat en 2014 s'est lancé dans l'adaptation au format bande dessinée, avec Lilian à l'adaptation du scénario et Laurence Baldetti au dessin. Fort du succès de la trilogie La quête d'Ewilan, Pierre Bottero a remis le couvert avec d'autres trilogies se déroulant dans le même univers, à savoir Les mondes d'Ewilan, Le pacte des marchombres et L'autre. Alors, pour être honnête avec vous, deux petites choses. La première, c'est que j'ai lu ce bouquin très récemment, donc j'étais plus tellement la cible vu que c'est un bouquin jeunesse. Et deuxièmement, j'ai lu une intégrale, donc les 3 tomes d'un coup, et je me souviens plus très bien là où ça coupe. Je me rappelle simplement que les coupes avaient pas l'air vraiment justifiées, qu'ils ont fait ça pour avoir 3 bouquins égaux, et c'est plus simple de vendre 3 petits bouquins à des enfants que un gros 700 pages. Voilà, je pense que les éditeurs ont fait ce choix-là. Après, Harry Potter était déjà passé par là à plusieurs reprises, mais bon. On va donc suivre les aventures de 2 personnages principaux, à savoir Camille, ou Ewilan, et Salim. Camille est une magnifique jeune fille aux yeux violets, d'une intelligence rarissime pour son âge, à un tel point qu'elle remet en place son prof de mathématiques lors d'une joute d'algèbre. D'ailleurs, ce talent pour les maths ne sera quasiment jamais utilisé après. Et surtout, Camille est une connasse. Snob, prétentieuse, pas sympa avec ses potes, hautaine, on a envie de la baffer à peu près une réplique sur 2, et gros spoil, elle reste une connasse jusqu'à la fin du bouquin. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas dans sa vie. Déjà, ses parents sont les mêmes que ceux d'Harry Potter, à savoir stupides, méchants et adoptifs. Et de plus, de temps en temps, elle a l'impression qu'elle peut changer la réalité, et même visiter des mondes parallèles grâce au pouvoir de son imagination. Passons ensuite à Salim. Camarade de classe de Camille, il est black, vit dans une cité merdique, avec 9 frères et sœurs et une mère célibataire qui ne prend pas son rôle au sérieux. Raciste? Un peu.
Salim sera donc le pote d'aventure de Camille, et son souffre-douleur, vu qu'elle est d'une méchanceté gratuite avec lui. Ah on est proche de la relation sadomaso là, hein. Anticipe les mieux. Oups. L'histoire commence vraiment au moment où Camille et Salim se téléportent dans un monde étrange grâce au pouvoir de l'imagination de Camille. Dans ce monde, ils vont rencontrer un gentil qui s'appelle Edwin et qui va leur faire un truc que font souvent les personnages de fantasy, de l'exposition. Edwin nous apprend que le monde dans lequel il se trouve n'a rien à voir avec l'île aux enfants, mais se nomme en fait Gwendalavir, mais qu'on peut appeler aussi monde médiéval fantastique générique numéro 3. Et il s'avère que Camille apprend qu'elle s'appelle en fait Ewilan, et qu'elle est originaire de ce monde. Mais ses vrais parents ont dû la cacher dans l'autre monde, le nôtre donc, parce qu'elle a un grand pouvoir capable de restaurer la paix, ce qui fait d'elle le héros de l'histoire. Restaurer la paix, ça veut dire que le pays est en guerre. Dans Gwendalavir, les hommes sont en guerre avec les Tzlich, sorte de mantes religieuses, belliqueuses très dangereuses. Les hommes ont réussi à repousser la plupart de ces créatures, mais il en reste tapis dans l'ombre, attendant le moment propice pour repasser à l'attaque. On apprend aussi que ces Tzlich ont proposé une trêve avec les humains par le passé. Tout le conseil de l'Empire était d'accord pour les rencontrer, sauf 2 personnes, les parents d'Ewilan, persuadés que c'était un piège. Et en fait... les parents d'Ewilan ont été mystérieusement évincés du conseil et les Tzlich ont profité de cette occasion pour figer les meilleurs dessinateurs du pays, les seuls capables de leur poser problème. Les dessinateurs. Ouais, voilà l'originalité de ce monde, le dessin. Le dessin est la magie de cet univers. Grâce au pouvoir de l'imagination, les dessinateurs peuvent créer des choses ou modifier la réalité selon leur niveau de talent. Plein de choses dans l'univers fonctionnent grâce à l'art du dessin. Bien entendu, le pouvoir magique de Camille, ou Ewilan si vous préférez, c'est le dessin, et elle est une dessinatrice hyper douée. C'est grâce à ce pouvoir notamment qu'elle a pu se téléporter dans le monde de Gwendalavir la première fois. Pour finir sur l'histoire, on apprend que les Tzlich, ces salopards, ont aussi posé un verrou sur l'imagination, empêchant les dessinateurs de pouvoir faire des trucs de ouf, mais Ewilan n'a pas l'air de s'en soucier, ce qui fait d'elle la personne qui peut sauver le monde. Son objectif va donc être de retrouver ses parents, de faire sauter le verrou, et d'en finir avec les méchants Tzlich. Tout au long de son périple, elle va rencontrer des personnages secondaires hauts en clichés, comme Edwin, le mec mystérieux badass, seul épéiste au monde capable de gérer 2 Tzlich en même temps. Elana, une marche-ombre mystérieuse qui répond à un certain code de conduite, et au cliché médiéval fantastique de la classe d'assassin. Et d'autres personnages moins mystérieux, donc forcément plus médiocres. Car si tu n'es pas ténébreux ou mystérieux dans le monde de Gwendalavir, bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne serviras à rien, tu seras peut-être un comic relief avec un peu de chance. Pêle-mêle, on a Salim, déjà présenté tout à l'heure, qui collectionnera les ratés, l'humour potache et se fera aussitôt incendier par Ewilan. Bjorn, un chevalier avec un peu d'embonpoint et un peu d'humour. Maniel, un grand gaillard pas très causeur mais sympa quand même. Puis il y en a d'autres, hein, si vous voulez les connaître, vous lisez le bouquin. Hein. Bon alors, le moment est venu de vous annoncer si j'ai aimé ou pas la quête d'Ewilan. C'est compliqué. Pour commencer, quelques mots au sujet du style. Il est agréable la plupart du temps, pas de problème, mais à quelques rares occasions, il va nous sortir quelques tournures un peu alambiquées et précieuses, un peu déstabilisantes pour la jeunesse, quoi. Cogner à lui? Sérieux? À part ça, je suis persuadé que ça peut se lire sans difficulté quand on a 12-13 ans. Faut juste avoir un dico à proximité au cas où. Ensuite, l'univers. Vous avez dû le remarquer, ne brille pas par son originalité, on est plutôt dans du fantasy conventionnel. Je vais pas non plus rappeler le cliché du héros adopté qui ignore tout son passé, qui a un grand pouvoir, puis qui va finir par sauver le monde à la fin quoi. Mais la quête d'Ewilan n'est pas non plus le degré zéro de l'originalité en matière de fantasy. J'en ai pas parlé dans l'histoire par risque de spoil, mais il faut savoir que de temps en temps, le périple d'Ewilan passera par la case « Retour au monde normal ». Et bien entendu, elle sera accompagnée de quelques personnages venant de Gwendalavir. Ces rares passages impliquant donc des personnages typiques d'un univers médiéval fantastique dans le monde réel, aux prises avec la police de notre monde par exemple, sont très agréables. Pareil pour l'art du dessin, qui ajoute un peu de fraîcheur au récit, bien qu'il aurait pu être employé de manière encore plus originale pour le coup. En tout cas, durant la lecture, j'ai pas pu m'empêcher de penser « Ok, c'est convenu, mais il y a un peu de fraîcheur. Pierre Bottero arrive à insuffler cette fraîcheur dans des petits détails qui fait que la quête d'Ewilan marche bien, et que je le conseillerais sans problème à un enfant de 12 ou 13 ans. Sauf que non. Il y a 3 trucs qui me bloquent. On attaque avec le moins grave des soucis, la structure du bouquin. Au milieu du bouquin, qui doit coïncider avec le 2e tome il me semble, on va tomber dans une structure très répétitive, qui consiste en un peu de blabla, un peu de marche et un combat. Puis un peu de blabla, un peu de marche, et à nouveau un combat. C'est un petit ventre mou qui dure pas non plus tout le temps, mais qu'on peut sentir, vu qu'il se répète quand même 3 ou 4 fois. Bon, souci numéro 2, Ewilan.
T'es prête pour le bip, hein? Ouais. Pute! Ah merde. Son côté hautain du début, il évolue jamais. Elle reste antipathique de la première ligne à la dernière. Elle ne se rachète jamais. En plus, je me demande si c'est voulu par Pierre Bottero. Et à mon avis, non. C'est-à-dire que tous les personnages font comme si elle était sympa, quoi. Putain, je rêve. Elle est jamais représentée comme une connasse. Tout le temps comme une fille magnifique qui réussit tout. Elle foire un truc dans le bouquin. Faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'elle foire uniquement un truc dans le bouquin. Elle est toujours dépeinte comme parfaite. Et j'ai un problème à suivre ces gens parfaits, qu'on nomme des fois dans le cadre des fanfictions des marissous. Et là, mon personnage, tu vois, il arrive, il est badass, quoi. Il arrive devant le méchant, il lui dit un truc cool. Non, je sais pas encore quoi, mais il va lui dire un truc cool, et puis après, vous regardez sur Wikipédia en quoi ça consiste, hein, le principe de marissou, si vous êtes curieux. Mais Ewilan en est une excellente. Et enfin, on attaque le plus gros souci que j'ai avec Ewilan. Bon, parlons sérieusement 2 secondes. On peut boire une bière maintenant. Oui, bon, on changera ça en chocolat chaud en post-prod, c'est bon. Ah ouais. Parlons de la responsabilité des auteurs jeunesse. Quand on s'adresse à un public jeune jusqu'à préadolescent, on jouit d'un certain pouvoir d'influence. Et comme disait Bruce Wayne, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est Oncle Ben qui l'a dit. Genre. Au moment de la jeunesse, on se forge des goûts, mais aussi des opinions, des concepts, des principes philosophiques qui ont pour socle notre éducation, parentale, environnementale et scolaire, mais aussi les œuvres de l'esprit, films, littérature, jeux vidéo, de l'art en général. La littérature jeunesse a donc un impact sur la structure mentale et les principes moraux de nos chers bambins, que les auteurs jeunesse le veuillent ou non. Et en tant que créateurs, les auteurs jeunesse sont les garants de ces principes moraux. Ils ne doivent pas faire n'importe quoi, tout comme ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je déconne depuis le début de l'émission au sujet de la censure et des bips, mais il faut savoir que ça concerne un peu la publication jeunesse, car une loi encadre la publication jeunesse. La loi numéro 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Dans les grandes lignes, cette loi formule des critères tels que l'interdiction d'aborder des sujets à caractère pornographique, violent, incitant à la haine, etc. Bref, c'est une loi qui apporte un cadre, mais elle ne va pas s'attarder sur le fond, bien heureusement d'ailleurs. Elle va pas décortiquer le sous-texte d'un bouquin jeunesse. C'est à l'auteur seul que revient donc la responsabilité de s'assurer que son récit ne contient pas d'ambiguïté morale. Et des fois, pour ce faire, certains auteurs auront tendance à simplifier l'intrigue de leur histoire, mais à la sursimplifier, ce qui fait que plutôt que de gêner quelques éléments trop dérangeants pour les enfants, ils vont en faire un récit hyper manichéen et simpliste qui pour moi est tout aussi dangereux sur le plan moral. Il faut surtout pas prendre les enfants et les préados pour des cons. Ils peuvent sentir un sous-texte implicitement, ils peuvent aussi saisir une intrigue subtile, sans que l'auteur ait à tomber dans les travers hyper simplifiés. On s'emmerde, t'as bientôt fini? Contente-toi de biper plutôt. Donc, en bref, quand on fait du jeunesse, attention au sujet abordé, à la morale qui est dans le sous-texte, et aussi attention à la simplification à outrance de l'autre côté. Voilà. Et justement, dans la quête d'Ewilan, il y a 2 pentes glissantes qui tirent très probablement leur origine de la volonté de faire une histoire simple, mais qui s'avère en fait simpliste. Celle de l'aspect manichéen de l'histoire, et celle du méchant étranger. Pour illustrer l'aspect manichéen du récit, c'est très simple, il suffit de pouvoir coller des étiquettes gentils et méchants sur les personnages sans réfléchir plus de 3 secondes. Et s'apercevoir qu'il n'y a aucune motivation chez les personnages méchants, hors celle de faire le mal. Alors, faisons le test. Edwin, gentil. Ewilan, gentille. Oui, connasse, mais gentille. L'Empire, les gentils. Les Tzlich, les méchants. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Certes, on peut nuancer en disant que c'est pas le premier bouquin à tomber dans ce travers, mais cet aspect manichéen s'accompagne d'un souci plus dérangeant. Et là, on attaque le dernier problème que j'ai avec ce bouquin. Quasi tous les peuples étrangers sont considérés comme ennemis de l'Empire, et se comportent en tant que tels. Allions à ça la pureté de l'Empire, on l'a vu à l'instant, c'est les gentils, et on tombe dans un travers problématique à mon goût. Ouais, ok, on peut m'opposer le fait qu'il y a les Fel, qui sont un peuple neutre à tendance gentille, qu'on croise vite fait lors d'une rencontre, et de l'autre côté, il y a un personnage de l'Empire qu'on pourrait qualifier de méchant, je spoilerai pas, mais sinon, le tableau est posé. Et là où c'est subtil, c'est dans le traitement. Une grande partie du roman consiste en un périple, que les héros vont entreprendre, et ce périple sera rythmé par des rencontres avec des ennemis venant de ces peuples. Et même si ces ennemis sont humains, ou en tout cas humanoïdes, ils sont brossés tout le temps comme des barbares qui attaquent à vue, sont incapables d'user de langage, dépersonnalisés au possible, sans individualité, avec autant de personnalité que des mobs qu'on farme dans un MMO.
Pardon à ceux qui jouent pas aux jeux vidéo et qui ont probablement rien compris à cette comparaison. En bref, on a d'un côté les gentils civilisés, et de l'autre les barbares étrangers. Cet aspect qui est directement lié au problème du récit manichéen est, à mon humble avis, LA maladresse des Whelan. Bon, c'est pas tout les enfants, mais il commence à se faire tard, donc attaquons la conclusion. Je vous le concède, j'ai cherché la petite bête par rapport aux 2 derniers défauts. Parce qu'honnêtement, quand on lit le bouquin de Pierre Bottero, c'est pas ça qui vraiment nous saute à la tronche. C'est un récit très enlevé, ça marche très bien, c'est très fluide, pour les enfants c'est de la parfaite fantaisie avec plein de petites touches de fraîcheur comme je l'avais dit précédemment, et surtout je suis persuadé que ces petits problèmes éthiques que j'ai cités ne sont pas volontaires de la part de Pierre Bottero, c'est simplement qu'en effet ils peuvent apparaître quoi. Sinon c'est un très bon bouquin, je le conseillerais sans aucun problème aux enfants de voilà, 10 à 13 ans. Après, il y a mieux quoi, il y a Pullman, la saga Harry Potter qui est largement supérieure, mais en termes de littérature française, il faut avouer que la quête des Whelan de Pierre Bottero se défend excellemment bien. En plus, je n'ai pas parlé des mondes des Whelan que je n'ai pas lu, ni de la suite, mais de tous les retours que j'ai eus, ils sont très élogieux. Donc, allez-y, foncez. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, et j'espère que la prochaine fois Franck sera là pour qu'on puisse parler enfin de la Horde du Contrevent. Ah ouais, je suis viré comme ça. Oui? Tu me laisses même pas une petite chance de continuer. Non. Ah, arrête. Non, s'il te plaît, arrête, putain, arrête.